Lecture du livre Sans Dieu ni Dieu, d'auteur anonyme. Chapitre 2. Le fantasme de l'absolu. Mon petit exercice d'inventaire des religions montre à quel point nous avons besoin de structure pour appréhender les choses. As-tu remarqué de quelle manière j'ai présenté cet inventaire ? J'ai fait 2 grandes armoires, la première s'appelant monisme et la seconde dualisme. Dans la seconde armoire, par exemple, j'ai fait plusieurs étagères, dont une s'appelle polythéisme et une autre s'appelle monothéisme. Sur mon étagère monothéisme, j'ai mis un casier religion disparue et un casier religion contemporaine. Dans ce dernier se trouvent des classeurs nommés judaïsme, christianisme, islam, bahaïsme et sikhisme. Dans le classeur islam se trouvent les dossiers sunnisme, chiisme et kharijisme. Pour comprendre, nous avons besoin de mettre les choses dans des cases. C'est si simple et pratique. Nous aimerions tant pouvoir le faire pour toute chose. J'aime ceci, je n'aime pas cela, c'est beau, c'est moche, c'est bien, c'est mal. L'apprentissage et la compréhension passent par la simplification. L'enfant, notamment, a besoin d'appréhender des choses par des notions faciles à comprendre et à assimiler. Celles-ci lui permettront par la suite d'en apprendre d'autres, plus complexes ou plus nuancées. Cependant, le monde et l'univers sont complexes, infiniment complexes, et les mots même qui servent à les définir ont leurs limites. Où se trouve la frontière entre les couleurs jaune et orange ? Quand bascule-t-on du bleu clair au bleu foncé ? En fait, rien n'est tout à fait simple. L'algèbre que l'on apprend à l'école est un peu à l'image de notre monde. On l'appréhende par les chiffres. On commence par compter avec les nombres entiers, puis on apprend à mesurer en nombres réels. On découvre ensuite que les nombres réels peuvent être rationnels et d'autres irrationnels. Certains sont finis et d'autres infinis. Les nombres réels peuvent être des imaginaires purs et les nombres réels comportant une partie imaginaire sont dits complexes. Il faut s'y résoudre. Toute la complexité de l'univers n'est pas à ce jour à la portée du cerveau humain. La simplification est donc un processus vital au fonctionnement de l'homme et des sociétés. Les mots, les principes, les lois, les règles sont autant d'abstractions nécessaires mais imparfaites. Prenons un instant la règle associée au feu tricolore dans le code de la route. Le feu est vert, je passe. Le feu est rouge, je ne passe pas. La règle est simple et utile à la circulation dans l'intérêt de tous. Pourtant, cette règle est aussi stupide qu'infantilisante. Pourquoi dois-je m'interdire de passer quand le feu est rouge si la voie est libre et que je ne cours ni ne fais courir aucun danger ? Nous pourrions faire autrement, comme par exemple faire appel à la capacité d'analyse des individus et à la responsabilité de chacun. Le feu est rouge, je ne passe pas, sauf si la voie est libre et que je ne cours ni ne fais courir aucun danger. Oui, ce serait plus intelligent, mais bien plus compliqué à mettre en œuvre. La simplicité est utile et pragmatique, mais elle n'est pas raison. À la nécessité de la simplicité se combine aussi le désir très humain de la perfection. C'est le fantasme de l'absolu. Tout un chacun rêve intimement que les choses soient parfaites et établies de manière définitive. Comme nous le verrons à plusieurs reprises par la suite, cela relève du doux rêve, de l'espoir vain. Chapitre 2, partie 2. L'origine de l'existence. Ce rêve d'absolu, ce besoin de trouver des réponses définitives se retrouve dans la question éminemment existentielle que l'on s'est tous posée un jour. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? C'est une question très générale, mais qui peut être posée aussi à titre individuel. Pourquoi est-ce que j'existe ? Derrière cette interrogation se pose en toile de fond la question du sens de sa propre vie, du sens de la vie en général, du sens de l'existence. La réponse des religions abrahamiques à ces questions est « Dieu a créé l'univers, le monde, la vie, l'homme, etc. » Admettons. Mais alors, qui a créé Dieu ? Cette question est un peu celle de l'œuf et de la poule, question insoluble de l'ordre des choses, de l'origine absolue. Je te propose ci-après une petite illustration de la problématique appliquée à l'origine de l'univers. Mes recherches sur ce sujet m'ont permis de découvrir le physicien français Étienne Klein. Son discours sur l'origine de l'univers est très instructif. Il explique ainsi que la question du commencement est une question relativement récente dans l'histoire de la science et que celle-ci s'est établie en 2 étapes. La première, quand Galilée découvre dans son télescope que la Lune comporte des plaines et des montagnes. Ces étranges similitudes avec la Terre l'ont amené à penser que le ciel n'est peut-être pas qu'une simple décoration, mais plutôt le spectacle d'un univers immense comportant d'autres planètes similaires à la Terre. La seconde étape est la découverte de l'expansion de l'univers au début du XXe siècle, qui fut observée et théorisée par différents scientifiques dont Vesto Slipher, Georges Lemaître et Edwin Hubble. Cette découverte est majeure car elle indique que l'univers, puisqu'en expansion, n'est donc pas immuable. Il a donc une histoire, un passé et un futur. De ce constat
découle ce que l'on appelle la cosmologie, la science de l'univers. L'un des grands défis de cette science est d'établir l'histoire de l'univers aussi loin que possible, au-delà du fameux Big Bang. Brian Greene, physicien américain, indique dans son ouvrage La magie du cosmos que ce défi revient à faire cohabiter les deux grandes théories physiques actuellement disponibles pour décrire notre univers, à savoir la théorie de la relativité d'Albert Einstein, qui fonctionne à la perfection pour décrire les phénomènes physiques liés aux éléments très massifs dans l'infiniment grand, et la physique quantique, qui décrit très bien les phénomènes physiques de l'infiniment petit. La première est une approche déterministe quand la seconde est probabiliste. Ces deux approches sont inconciliables. Dans notre univers tel que nous le connaissons, cela ne pose pas de problème car il est possible d'étudier séparément l'infiniment grand et l'infiniment petit. Mais pour connaître l'histoire de l'univers, les choses se compliquent un peu. L'univers étant en expansion, remonter le temps consiste donc au fur et à mesure des années à considérer l'univers toujours plus petit, et ceci jusqu'au point où celui-ci est à la fois infiniment petit et extrêmement massif. Si l'univers fut un jour dans cette configuration, alors les lois actuelles de la physique ne peuvent plus s'appliquer. Elles ne sont donc pas universelles. En effet, une approche déterministe ne peut coexister avec une approche probabiliste. Il faut alors trouver d'autres lois de la physique pour décrire ce qui s'est passé. Les physiciens travaillent dur. Bien des théories sont en cours d'élaboration et d'expérimentation pour élucider ce mystère. Après, les scientifiques sont des humains comme les autres. Ils rêvent d'absolu. À ce jour, les scientifiques ne savent pas expliquer le passé de l'univers au-delà d'une certaine limite. C'est le célèbre mur de Planck. Ce mur fixe la date la plus lointaine à laquelle les scientifiques peuvent remonter tout en respectant à la fois la physique quantique et les lois de la gravitation, donc la théorie de la relativité. Cette date est actuellement fixée à 13,8 milliards d'années, mais elle ne détermine pas nécessairement l'âge de l'univers. C'est d'ailleurs un malentendu que souhaite lever Étienne Klein. Le fait que les scientifiques ne sachent pas remonter plus loin ne signifie pas qu'il n'y avait rien avant cette date. Deux hypothèses restent ouvertes. L'univers s'est créé ou a été créé ex nihilo, ou l'univers actuellement en expansion succède simplement à une phase dans laquelle l'univers était en contraction. L'histoire de l'univers ne serait alors qu'une succession de cycles d'expansion et de contraction, telle une onde infinie. Pour faire le lien avec la partie 1.3, tu peux remarquer que si le mur de Planck fixe la limite actuelle de la science, il fixe aussi implicitement la limite entre la physique, l'histoire de l'univers jusqu'au mur de Planck, et la métaphysique, l'histoire de l'univers au-delà du mur de Planck. Tu noteras qu'aucune des deux hypothèses citées ci-avant ne résout vraiment notre problème existentiel du début. Quelle est l'origine de l'univers ? Dans le premier cas, d'aucuns en déduiraient que Dieu aurait fait office d'étincelle en mettant le feu aux poudres cosmiques, créant ainsi l'univers dans un Big Bang originel. La question qui suit est alors, quelle est l'origine de Dieu ? Si Dieu est à l'origine de l'univers, qui est à l'origine de Dieu ? Qu'y avait-il avant l'existence de Dieu ? Quelle est l'origine de l'origine en quelque sorte ? L'existence de Dieu ne permet pas de répondre à ce processus de régression infernale. Dans le second cas, l'univers est une onde infinie dans le temps. Il a toujours existé et existera toujours. Nous ne sommes alors pas plus avancés sur l'origine de son existence. Ces deux visions existent dans les religions. Certaines religions ont ce que l'on appelle une cosmogonie, c'est-à-dire un récit de la création. La Bible, par exemple, nous rapporte une création en 6 jours. De son côté, l'hindouisme ne se préoccupe guère de l'origine des choses. L'hindouisme est la religion de l'impermanence. Selon cette philosophie, dans l'éternité, rien ne dure, tout se transforme, change, se renouvelle. Dans la mythologie grecque, les dieux ne sont pas à l'origine de tout, ils sont les descendants des titans. Ceci donne de la légitimité à la question de la création de Dieu, puisque les Grecs y avaient apporté une première réponse. Cela ne fait néanmoins que reporter le problème un peu plus loin. Les Grecs aussi atteignent la limite de la régression infinie. Dans cette mythologie, la Terre est créée de manière un peu confuse, sans véritable explication sur l'origine des bouleversements qui aboutissent à sa création. Les athées, quant à eux, affirment volontiers que ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme, mais bien l'homme qui a créé Dieu. Cette assertion ne répond cependant pas à la question de la raison de l'existence. Le problème est inextricable, il échappe à l'entendement. Se poser la question de l'origine revient à jouer comme l'enfant à pourquoi. L'enfant pose une question anodine à ses parents et suite à la réponse obtenue, il demande pourquoi. Après chaque réponse obtenue, l'enfant demande alors systématiquement pourquoi et les parents se retrouvent rapidement dans l'incapacité de répondre ou s'en sortent par une pirouette telle que « parce que c'est comme ça » ou « et pourquoi pas ». Il est des questions pour lesquelles, quelles que soient les réponses apportées, celles-ci ne peuvent pas être satisfaisantes. Elles ne sont pas satisfaisantes car elles ne sont pas absolues. Il en est notamment ainsi de toutes les questions de régression infinie.
Qui est apparu en premier, l'œuf ou la poule? Quelle est l'origine de l'origine? Quel est le pourquoi du pourquoi? À l'égard de nos angoisses existentielles, nous rêvons de réponses absolues. Si elles existent, elles ne sont malheureusement pas à notre portée. Chapitre 2, partie 3. Aucune valeur n'est absolue. Le foisonnement des valeurs. Ce n'est pas facile à admettre, mais les valeurs communément partagées dans les sociétés occidentales ne sont pas universelles. Les valeurs que sont la liberté individuelle et l'égalité sont issues des réflexions de grands penseurs du siècle des Lumières. Elles n'ont pas toujours primé et ne sont pas partagées par tous. Pour des Occidentaux, celles-ci sont tellement ancrées dans notre éducation qu'elles nous semblent naturelles et légitimes. Et pourtant, il m'est arrivé une fois d'entendre à la radio un ambassadeur chinois qu'un journaliste bassiné avec les droits de l'homme lui rappelait gentiment que le peuple chinois dépassant allègrement le milliard d'individus et que la culture chinoise étant plusieurs fois millénaire, il ne voyait pas bien comment le petit gouvernement français, fort de ses bonnes intentions, allait pouvoir donner la leçon aux autorités chinoises. En Chine, la société prévaut sur l'individu et les libertés individuelles n'ont pas la même place dans la hiérarchie des valeurs que dans les pays occidentaux. On peut le regretter, mais c'est comme ça. En Inde, la Constitution interdit les discriminations fondées sur les castes. Néanmoins, les traditions sont puissantes et c'est le système ancestral des castes qui hiérarchise la société et détermine les relations entre personnes de castes différentes. Ceci peut paraître inégalitaire à des yeux occidentaux. Pourtant, comme ailleurs, la notion d'égalité existe en Inde, mais elle se décline différemment. Sans aller chercher à l'autre bout du monde, tu noteras qu'en Europe aussi perdurent certaines inégalités institutionnelles qui ne semblent révolter personne. Les royautés, par exemple. La royauté telle qu'elle se pratique de nos jours en Europe consiste à doter de fonctions étatiques quelques personnes sur le seul motif de leur descendance. Cela ne semble pas chagriner les peuples concernés, pour lesquels cela fait partie de la culture nationale. Culture et tradition ne seraient-elles que des subterfuges pour faire accepter au peuple l'inacceptable? Revenons-en au sujet. À chaque civilisation, sa culture, ses valeurs. Il existe quelques grandes questions morales qui sont ou ont été traitées de manière très différente en fonction des civilisations. La variété des réponses apportées illustre la pluralité des valeurs. Ces questions sont nombreuses, mais je me concentrerai sur quelques-unes qui me paraissent essentielles, à savoir la vie, le travail, la propriété et la liberté. La vie. Les trois grandes religions abrahamiques ont en commun le respect de la vie et la prescription de ne pas tuer. C'est une règle que l'on retrouve retranscrite dans les lois de la majorité des sociétés actuelles. Pour autant, toutes les civilisations n'ont pas partagé l'aspect sacré de la vie humaine. Quand au XVIe siècle, les explorateurs espagnols ont découvert la civilisation aztèque et notamment la ville de Mexico Tenochtitlan, bâtie sur les îles du lac Texcoco au Mexique, ils ont été horrifiés par la multitude des sacrifices humains, par les poitrines ouvertes des sacrifiés, par les cœurs chauds et palpitants offerts au dieu soleil. Les citoyens romains de l'Antiquité, quant à eux, avaient droit de vie ou de mort sur leurs esclaves. La République romaine orchestrait aussi des spectacles, les célèbres jeux du cirque, durant lesquels la mort pouvait être donnée. D'autres peuples de culture guerrière ont tué en masse, tels que par exemple les Vikings, pour lesquels mourir au combat était un honneur, permettant un accès direct au Valhalla. Attila et Gengis Khan furent des chefs de guerre mongols répandant la terreur et le pillage sur le vaste territoire eurasien. Chacune de ces civilisations avait sa richesse, et il ne faut pas, par ces quelques exemples, s'imaginer des peuples foncièrement sanguinaires ou sans humanité. Néanmoins, à quel rang se situait le respect de la vie d'autrui à ces époques? Ces exemples sont anciens, et les vies prises étaient souvent des vies sans valeur, des vies ennemies ou des vies d'esclaves. On peut tout de même imaginer que la vie de leurs proches était aussi chère à leurs yeux qu'aux nôtres. À l'égard de ces civilisations anciennes, certains se plaisent à mettre en avant l'apport supposé du christianisme. La christianisation du monde aurait permis de mettre un terme à la loi du plus fort. Je constate pour ma part que le christianisme n'a pas permis d'apporter la paix sur la terre. Quelle que soit la civilisation, le respect de la vie devient une valeur dégradée en temps de crise et notamment en temps de guerre. Le siècle le plus meurtrier de l'histoire est le XXe siècle, avec en point d'orgue l'utilisation de la bombe atomique par les USA, 80 000 morts à Hiroshima, 40 000 morts à Nagasaki, le tout en quelques secondes, et l'industrialisation de la mort sous l'ère conjointe du nazisme et du communisme, mise en place de camps de déportation, de concentration ou autres goulags. Si les gouvernements allemands et russes étaient sécularisés, les différents camps de la mort ont tout de même été mis en œuvre par les peuples allemands et russes qui sont de tradition chrétienne. Quant à la bombe atomique, c'est bien le gouvernement d'un pays ouvertement chrétien qui s'est autorisé à anéantir sans aucun discernement 2 villes japonaises en quelques secondes.
N'y voit aucune leçon de ma part. L'horreur touche toutes les civilisations, tous les territoires. Aucune société, quelle que soit sa religion, n'a échappé à la guerre ou à la tentation de conquérir le territoire voisin. Les guerres ethniques furent nombreuses en Afrique et en Asie. Les luttes tribales, notamment les guerres fleuries, ont existé aussi aux Amériques précolombiennes. Je n'irai pas plus loin dans cet inventaire morbide, mais il en est ainsi. Une valeur, aussi sacrée qu'elle puisse nous paraître, ne le reste que tant que les conditions à sa mise en pratique sont favorables. Quand les conditions se dégradent, rien ne va plus. De nos jours encore, dans les sociétés occidentales, le débat autour de la valeur vie continue, mais les frontières ont bougé. Il porte notamment sur où commence et où s'arrête le respect de la vie. La quête d'absolu encore et toujours. Je ne me lancerai pas dans les débats qui animent nos sociétés, mais on peut citer quelques sujets. La peine de mort, l'avortement, la recherche sur les embryons humains. Ce sont des questions éthiques, morales, sur lesquelles les positions peuvent être très diverses. Quid de la fin de vie ? L'euthanasie, le suicide assisté sont-ils acceptables ? Peut-on décider de sa propre mort ? A-t-on le droit de modifier le génome humain ? Autant de questions ouvertes en rapport avec la valeur vie et sur lesquelles il est bien difficile d'apporter des réponses définitives. Le travail est une valeur récurrente dans toutes les sociétés. En effet, les vertus du travail ne manquent pas. Le travail procure un rôle au travailleur, une utilité dans la société. Il permet de gagner sa vie, de mériter son pain. Par le salaire perçu, il procure les moyens d'une certaine liberté, notamment celle de disposer de son argent. Il structure la vie en termes d'organisation, de rythme. Il procure une activité physique, intellectuelle et peut contribuer à un certain accomplissement personnel. Il est possible de disserter pendant des pages sur les bienfaits du travail. Évidemment, il est aussi possible de faire l'inverse et d'énumérer les méfaits du travail tels que le stress, la fatigue physique, l'insuffisante reconnaissance, l'asservissement de l'homme par l'homme, etc. Reste que les sociétés sont généralement structurées autour du travail et tout particulièrement du travail rémunéré. Dans les sociétés primitives, le travail était la réponse appropriée à la nécessité de subvenir à ses besoins. On travaillait pour cultiver la terre, on élevait des animaux, on pêchait, on chassait, on confectionnait des habits, on se construisait une habitation. Tout cela pour vivre, tout simplement. Une fois les habitations construites et entretenues, les vêtements confectionnés, les réserves d'eau et de nourriture constituées, rien n'empêchait de profiter du temps qui passe. Quand les réserves baissaient, les gens se mobilisaient pour chasser, pêcher et reconstituer les stocks. Il s'agissait alors de vivre au rythme de la nature, en s'adaptant aux contraintes environnementales plus ou moins fortes selon les régions. Ainsi, alors qu'auparavant les hommes s'adaptaient à la nature pour vivre, aujourd'hui l'homme asservit la nature pour répondre à tous ses besoins. L'objectif du travail s'en est trouvé complètement transformé. Dans le monde moderne, il ne s'agit d'ailleurs plus simplement de subvenir à ses besoins, mais plutôt de gagner un salaire, un solde d'argent régulier contre un travail régulier, et pour certains d'amasser de l'argent bien au-delà de leurs besoins. Le rapport au travail a changé. Un employeur me paie pour que tous les jours de la semaine, je me lève et que je vienne travailler, et ceci que j'en ai besoin ou pas. Le principal mobile du travail est devenu pécuniaire. Les transformations du travail sont nombreuses et diverses. Je ne rentrerai pas dans les différentes phases de mutation telles que l'industrialisation, la désindustrialisation, la tertiarisation des emplois. Je fais juste le constat que la valeur travail a évolué. Si elle évolue, alors cette valeur n'est pas immuable ? D'autant qu'au-delà du modèle capitaliste générant structurellement du chômage, les évolutions technologiques, notamment l'automatisation, la robotisation et l'intelligence artificielle, vont nécessairement accroître le nombre de personnes sans emploi. Ceux-ci seront peut-être un jour majoritaires et un nouveau modèle de société sera sûrement à créer autour d'autres fondamentaux que l'argent et le travail rémunéré. La propriété. Il suffit d'observer un jeune enfant pour comprendre à quel point le besoin de posséder est prégnant chez l'être humain. Il s'exprime très tôt, dès la prime enfance, et c'est une source de conflits des plus communes dans les bacs à sable. Pour le parent, il est inutile de convaincre un enfant qu'un jouet lui appartient, cela va de soi. Pour l'anecdote, j'ai même vu un enfant s'approprier les montagnes. Tu vois là, c'est ma montagne. Il n'en va pas de même lorsqu'il s'agit de demander à l'enfant de donner ou de prêter. Tu ne voleras pas. Ce commandement, parmi 10, consacre indirectement la propriété. Celle-ci est-elle pour autant une valeur universelle ? La réponse est non. Après tout, de quoi sommes-nous propriétaires ? De rien, pas même de notre corps. Dans l'éternité, nous ne faisons qu'emprunter au mieux le temps de notre passage sur Terre. Est-il légitime d'être propriétaire de la vie d'autrui, d'une personne, d'un animal, d'une terre, d'un bien ? Ce sont des questions structurantes et les réponses sont diverses et dépendent des valeurs dont les sociétés se dotent.
Concernant la possession d'une personne, je remarque que l'esclavage n'a commencé à être aboli en Europe qu'en 1792 au Danemark. La France ne l'a définitivement aboli qu'en 1848 et au Brésil, il aura fallu attendre 1888. Aujourd'hui encore, plusieurs dizaines de millions de personnes sont réduites à l'état d'esclaves de par le monde. Les droits de l'homme et la liberté individuelle sont à l'échelle de l'humanité des valeurs très récentes. De nos jours, dans les sociétés occidentales, l'attachement à la liberté ne permet plus de s'octroyer en conscience la vie d'autrui. Mais s'il y a encore tant d'esclaves sur Terre, c'est qu'il existe des esclavagistes pour lesquels la privation de liberté d'autrui n'est vraisemblablement pas un problème. La propriété et plus largement le respect de la vie animale est un cas de conscience émergent dans les sociétés occidentales qui succèdent à des millénaires d'élevage. L'industrialisation de l'élevage, le traitement des animaux qui en découlent et la médiatisation des pratiques ont mis sur la table ce sujet qui n'en était pas un encore récemment. Il y a fort à parier que le statut de la vie animale devrait connaître de grandes évolutions dans les décennies à venir. Qu'en est-il de la propriété d'une terre ? Il est facile de comprendre que pour les populations nomades qui migrent en fonction des évolutions du climat, des mouvements du gibier ou pour le commerce, la propriété foncière ne fait pas partie de leur mode de fonctionnement. A contrario, pour les populations européennes majoritairement sédentaires, la possibilité de posséder un bien ou une terre est acquise depuis des siècles. À ce sujet, la conquête de l'Ouest américain fut, dans l'histoire de l'humanité, un véritable choc des civilisations entre les populations d'origine généralement nomades et les nouveaux Américains, souvent d'origine européenne. La migration de ces derniers s'accompagnait de l'appropriation des terres, notamment à des fins agraires. Les conflits furent nombreux et sanglants. La cohabitation de ces deux civilisations sur un même territoire n'a pas bien fonctionné, peut-être un peu du fait des nouveaux Américains, dont l'esprit de conquête prévalait sur le respect des modes de vie des autochtones ou tout simplement sur la vie de quelques sauvages. L'un des problèmes des sociétés autorisant la propriété, donc les sociétés capitalistes, est l'accumulation des biens. La richesse dote les propriétaires des leviers permettant d'acquérir encore plus de richesse. La richesse appelle la richesse. Les appétits individuels n'ayant pas de limite, ce phénomène aboutit naturellement à une concentration toujours plus grande des richesses sur une minorité de la population. Ceci est d'autant plus vrai que la cupidité déborde largement l'échelle de l'individu. Je m'explique. Dans les pays capitalistes, il semble tout naturel que les générations suivantes puissent disposer du capital acquis par les générations antérieures. Cela s'appelle l'héritage. Est-il naturel que quelqu'un puisse disposer de richesses qu'il n'a eu aucun mérite à acquérir ? D'aucuns diront que l'attachement au patrimoine familial prévaut sur la répartition des richesses. Il n'empêche que, par ce mécanisme, les sociétés introduisent un biais supplémentaire dans la volonté républicaine de doter chacun des mêmes chances de s'élever socialement. Au regard de la concentration des richesses, le modèle communiste théorisé par l'allemand Karl Marx avait pour vocation de résoudre le problème en confiant à l'État la responsabilité de la redistribution des richesses. Les tentatives d'application y ont rajouté comme préalable la confiscation des biens à la noblesse et à la bourgeoisie. Certains régimes communistes perdurent encore, certes, mais tout système a ses failles. La nature humaine étant ce qu'elle est, le pouvoir, la corruption, le désir de liberté ont finalement repris le dessus et les principaux régimes communistes se sont effondrés durant la deuxième moitié du XXe siècle. La propriété de la terre, elle aussi, dépasse les simples enjeux individuels. Les États, par le mécanisme des frontières, s'accaparent la terre. Ceci permet de jouir des richesses intrinsèques de la terre, agriculture, pétrole, tourisme, etc. Et les frontières, quant à elles, permettent de contrôler les échanges en tout genre avec les pays voisins. Les frontières ne sont pas éternelles. Le jeu des conquêtes, achats et ventes de territoires font bouger celles-ci. Les volontés politiques peuvent aussi influer sur leur rôle. On constate par exemple que, dans un contexte de mondialisation, les frontières s'effacent toujours un peu plus, avec en point d'orgue l'Union européenne, qui établit sur son territoire la libre circulation des biens et des personnes. Les frontières des États européens ne sont plus que quelques lignes en pointillés sur les cartes de nos atlas. À l'inverse, les États repliés sur eux-mêmes, protectionnistes, contrôlent drastiquement les personnes entrant et sortant de leur territoire et taxent fortement les échanges commerciaux. Liberté et intérêt commun. Les grands penseurs du siècle des Lumières ont fixé le bonheur pour objectif commun et ont placé les libertés individuelles sur le chemin de cette quête. Quelques siècles plus tard, les évidences d'autrefois ne sautent plus aux yeux. Pour alimenter la réflexion, voici deux exemples, l'union des personnes et les vocations professionnelles. En Europe autrefois, et dans de nombreux pays de nos jours, le mariage est un arrangement entre familles. Cet arrangement peut reposer sur l'intérêt des familles à constituer un patrimoine commun, sur la volonté de contribuer au bonheur des enfants en s'attribuant la capacité à connaître ce qui est bon pour eux, ou tout simplement par tradition.
Évidemment, le mariage d'amour est un grand bonheur quand l'amour dure, mais cela constitue aussi sa limite. La vie étant ce qu'elle est, les personnes évoluant, changeant, les épreuves de la vie mettant à rude épreuve nos esprits et nos corps, c'est un véritable miracle quand l'amour résiste au poids des années. Tant et si bien qu'il n'est pas interdit de penser qu'un arrangement familial puisse offrir de meilleures garanties de durée que l'amour ou la simple raison des individus. La loi n'interdit pas aux individus de se marier par intérêt. Jouissant de la liberté de choisir, certains peuvent aussi rester sur le carreau, la faute à un niveau d'exigence trop important ou par incapacité à séduire, à se décider ou à s'engager. Tu auras compris, je l'espère, que je me fais volontairement l'avocat du diable et que je ne doute pas un seul instant que la réussite d'un mariage arrangé repose principalement sur la capacité des épouses à se soumettre à leur mari. Ceci ne constitue pas pour moi un modèle satisfaisant, mais on ne peut l'ignorer puisqu'il persiste dans bon nombre de régions dans le monde. Revenons-en à la liberté et à l'intérêt général. C'est un dilemme plus commun qu'il n'y paraît. S'il est dans l'intérêt de deux familles d'unir leurs enfants, les enfants doivent-ils céder à la pression des familles ou faire primer leur liberté individuelle ? Je laisse le soin aux personnes confrontées à ce cas de conscience d'y apporter leur réponse. L'autre exemple maintenant. Les vocations professionnelles. Les sociétés occidentales laissent à chacun la liberté de choisir son activité professionnelle. Parallèlement à cela, les agences pour l'emploi croulent sous les propositions d'emplois non pourvus et des professions entières sont en crise de vocation. L'inactivité pèse sur le moral des chômeurs et cela les empêche de bénéficier d'un niveau de vie satisfaisant. Pour couronner le tout, le chômage de masse plombe les économies nationales. Il n'est donc pas interdit de s'interroger. Cette façon de procéder contribue-t-elle au bonheur de la société ? Est-il dans l'intérêt général de laisser à chacun le soin de se déterminer ? Chaque individu présente des caractéristiques qui lui sont propres, son niveau d'éducation, ses capacités physiques, intellectuelles et techniques, son expérience. Celle-ci évolue tout au long de sa vie. De plus, il n'est pas évident que les aspirations personnelles soient en corrélation avec les capacités réelles dans un sens ou dans l'autre. Il est possible d'avoir des compétences sans velléité de les exercer. Il est aussi possible de se surestimer ou de se sous-estimer. Soyons clairs, mettre en adéquation les forces vives avec les besoins de la société est un exercice compliqué et je n'ai pas la solution. Mais il est manifeste que la liberté individuelle n'est pas le garant systématique de l'accomplissement professionnel des personnes. En synthèse, la liberté individuelle ne garantit en rien l'accès au bonheur et peut de surcroît se trouver en opposition à l'intérêt général. Loin de moi l'idée de revenir sur les libertés individuelles, mais la préservation des libertés conjointement à la préservation de l'intérêt général est manifestement un équilibre difficile à trouver. Hiérarchie des valeurs. La conclusion de ces quelques considérations est qu'il n'existe pas de valeur absolue et universelle. Plusieurs valeurs bien fondées peuvent s'avérer antinomiques. Il est alors nécessaire de trouver le bon équilibre et, selon les circonstances, de les hiérarchiser. À bien y réfléchir, cette hiérarchisation des valeurs s'impose d'elle-même aux populations par la simple nécessité d'adaptation à l'environnement dans lequel elles évoluent, au contexte historique et aux idéaux de l'époque. Cette adaptation sera nécessaire demain comme hier et les valeurs d'aujourd'hui seront nécessairement remises en cause demain. Deuxième partie, les valeurs personnelles. La carte n'est pas le territoire. Comme pour les civilisations, comme dans les sociétés, les valeurs personnelles sont diverses. Propres à chacun, elles évoluent aussi au cours de la vie et peuvent être ambivalentes, voire contradictoires. Pour illustrer cela, je te propose de m'appuyer sur un des présupposés de la PNL, la programmation neurolinguistique. Connais-tu la PNL ? C'est une méthode élaborée dans les années 1970 aux États-Unis par le psychologue Richard Bandler et le linguiste John Grinder. Elle sert régulièrement de support de formation à la communication des cadres dans les grandes entreprises. Cette méthode fournit des outils permettant de maîtriser son comportement et sa communication vis-à-vis d'autrui. Je ne te développerai pas ici la méthode, mais je me contenterai d'évoquer un de ses principes fondamentaux qui est « la carte n'est pas le territoire ». Ce présupposé sur lequel repose la méthode est que chaque être humain perçoit le monde selon un prisme qui lui est propre. Pour pouvoir évoluer et agir dans le monde qui nous entoure, nous nous construisons une représentation mentale de notre environnement, bâtie sur la façon dont on perçoit les choses, notre expérience personnelle et ce que l'on en retient. Une façon simple d'appréhender ce concept est de se mettre à la place d'une personne non-voyante. Une personne dite valide perçoit son environnement selon ses 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût. Lorsqu'elle pense à quelqu'un ou à quelque chose, elle peut se le représenter selon son image, son odeur, sa voix, etc. Une personne née non-voyante ne peut pas se représenter le monde selon des images telles que nous les représentons. Ils n'ont par exemple pas d'expérience de ce qu'est la couleur.
Leur représentation du monde se fait donc selon leurs autres sens uniquement, et donc différemment des valides. À l'inverse, imaginons que nous soyons en capacité de voir les ultraviolets ou d'entendre les ultrasons, notre représentation mentale du monde en serait nécessairement modifiée. À notre perception se rajoute notre expérience du monde. Voici un exemple issu de souvenirs d'enfance. Une petite fille de la ville se retrouve en vacances à la campagne et reproche à son petit cousin campagnard d'avoir les mains sales. Celui-ci lui réplique en exhibant ses mains crottées. « Je n'ai pas les mains sales, c'est de la terre !» Ceci illustre la différence qu'il existe entre leurs représentations respectives du monde. Pour la petite citadine évoluant dans un monde urbain, la terre est une chose sale que l'on ne doit pas garder sur les mains. Pour le jeune garçon de la campagne habitué à jouer dans les bois, la terre est une chose neutre, ni sale ni propre. Tu l'auras compris, dans cette histoire, personne n'a raison. Leurs représentations du monde sont simplement différentes. C'est cela qu'indique le présupposé de la PNL, la carte n'est pas le territoire. Les cartes mentales sont toutes différentes. Elles dépendent de l'environnement dans lequel on évolue et de nous, notamment de nos émotions, de nos sentiments, de nos aptitudes physiques, de notre histoire, de notre expérience. Concernant ce dernier point, notre profession a un impact important sur notre expérience du monde et de nos modes de pensée. On peut comprendre aisément que les valeurs et la façon de voir d'un juge, par exemple, ne soient pas tout à fait les mêmes que celles d'un artisan, d'un artiste, d'un médecin, d'un soldat, d'un fonctionnaire ou même d'un malfrat. En quelque sorte, notre représentation mentale est le résultat de notre façon de simplifier les choses. Comme pour une carte géographique, elle peut être simpliste ou complexe. Elle peut se contenter de représenter les routes et les villes, mais elle peut aussi faire figurer les reliefs, les rivières, les forêts, les monuments. Elle peut aussi faire apparaître une foultitude d'informations complémentaires, comme par exemple les distances, les altitudes, la longitude, la latitude, les populations, etc. Chaque jour de notre vie, inconsciemment, nous mettons à jour la carte de notre représentation du monde, car nous vivons de nouvelles expériences, mais aussi parce que le monde change. Refuser ou ne pas réussir à mettre à jour notre carte du monde revient à se retrouver en fracture avec le monde tel qu'il est. Cette notion de mise à jour de notre carte mentale nous amène à comprendre que nous ne sommes pas des monolithes intègres et inamovibles. Heureusement d'ailleurs. Enfants, adolescents, jeunes adultes, hommes mûrs ou vieillards, nous avons été, nous sommes et nous serons des personnes différentes. Nos envies, nos besoins, nos espoirs évoluent avec l'âge. Pour bien appréhender cette notion, je m'amuse quelquefois à demander aux jeunes adultes de se remémorer un instant quel était leur état psychologique 10 ans en arrière. Ceci permet de mesurer l'écart psychologique correspondant à 10 années de vie. Il faut ensuite s'imaginer qu'une évolution psychologique de même ampleur aura lieu sur les 10 prochaines années. Exemple, j'ai 25 ans, je considère mon état psychologique de quand j'avais 15 ans, et je peux ainsi appréhender l'ampleur de l'évolution qui me mènera à mon état psychologique de quand j'aurai 35 ans. Fais l'exercice, tu verras, c'est assez amusant et instructif. Ainsi, à chaque tranche de vie, nos valeurs évoluent. Certaines personnes peuvent d'ailleurs vivre des revirements psychologiques importants quand d'autres ne semblent pas beaucoup bouger. Même avec une certaine constance vis-à-vis des valeurs sur lesquelles s'appuie notre personnalité, à minima, la hiérarchie de nos valeurs évolue. Si l'on considère les quelques milliards d'individus sur Terre, la variété de cultures dans le monde et l'évolution des personnes au cours de la vie, la variété des valeurs à considérer est effrayante. 4e partie. Un écrit religieux peut-il être une vérité absolue ? Fort de ce qui précède, si l'on admet qu'aucune valeur n'est absolue, quel crédit doit-on donner aux écrits religieux ? La plupart d'entre eux sont des écrits d'hommes à un état donné de la connaissance dans un contexte géographique et historique. Ils ne sont donc pas parfaits et sont logiquement à interpréter à la lumière du contexte dans lequel ils ont été écrits. Il existerait cependant au moins 2 exceptions. Le Décalogue, les 10 commandements reçus par Moïse directement de Dieu, et le Coran, écrit par Mahomet, Muhammad, sous la dictée de l'ange Gabriel. Le Décalogue et le Coran sont donc l'expression de la parole divine à l'état le plus pur. Concernant le Coran, œuvre plus longue et plus complexe que le Décalogue, celui-ci reprend à quelques détails près la théorie biblique de la création en 6 jours. Compte tenu des avancées de la connaissance, comme pour les Juifs et les chrétiens, il est possible de penser qu'il s'agit donc d'une allégorie plutôt que d'un récit historique. Mais ce n'est pas sans incidence. Cela signifie que le Coran ne peut tout simplement pas être pris au pied de la lettre, qu'il ne retranscrit pas une vérité absolue et qu'il est nécessaire de l'interpréter. En fait, c'est une propriété propre à tout écrit, aussi sacré soit-il, que d'être sujet à interprétation. Le Décalogue est un excellent exemple pour illustrer le propos. Aussi simples que soient les commandements, ceux-ci sont en effet largement interprétables et sont consciemment ou inconsciemment interprétés. Prenons un exemple simple. Tu ne tueras point. Commandement bien connu. Voici quelques interprétations possibles de ces quelques mots. Je ne tuerai pas d'homme.
J'exclus les femmes de ce commandement. Je ne tuerai pas de croyants. J'exclus les non-croyants et les impies. Je ne tuerai pas d'êtres humains, sauf s'ils ont commis un acte passible de la peine de mort. Donc j'admets la peine de mort et j'exclus le règne animal de ce commandement. Je ne tuerai pas d'êtres humains. Je refuse la peine de mort et j'exclus le règne animal. Je ne tuerai ni êtres humains ni animaux. J'exclus le monde végétal. Je ne tuerai aucun être vivant, mais j'accepte de me nourrir d'éléments d'origine vivante que je n'ai pas personnellement tués, etc. Il ne s'agit ici que d'un court extrait des multiples interprétations possibles de 4 mots simples. La combinatoire des interprétations augmente avec le nombre de mots. Tu as bien conscience aussi qu'il s'agit de textes anciens, écrits à une époque où le sens des mots et la grammaire des phrases pouvaient être différents. Force est de constater qu'aussi sacrés soient-ils, les textes ont leur part d'hermétisme. Ils ne sont ni parfaits ni absolus. C'est d'ailleurs grâce à cette possibilité d'interprétation qu'ils peuvent perdurer malgré l'avancée de la connaissance. Je comprends maintenant les courants réformistes que vivent les religions. Face au progrès, il est nécessaire de réinterpréter les textes ancestraux à la lumière des nouvelles connaissances. Dans une même religion sont donc confrontés les mouvements intégristes, en recherche d'absolu, qui souhaitent coller au plus près au texte sacré, quitte à faire fi de la réalité du monde. Ils ne veulent pas mettre à jour leur représentation du monde. Et les mouvements réformistes, plus pragmatiques, qui cherchent à adapter ou réinterpréter les écrits sacrés pour mieux coller aux évolutions des sociétés et du monde. Les intégristes, de mon point de vue, n'ont pas fait le deuil de leur vaine quête d'absolu.